Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, éducation aux médias et à l'information. Information qu'il faut sauver de l'emprise des milliardaires selon Olivier Legrain. Il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur le système solaire. Question du jour. En pourcentage, quelle part de la planète Terre est composée d'eau? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Alessandro Morbidelli. Et puis, nous retrouvons comme chaque semaine Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Des pâtes, mais évidemment des pâtes bonnes pour la santé, sinon ce ne serait pas Sandra, elle vous expliquera tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Un lieu et un livre. Le lieu, ce sera la Maison des médias libres. Elle devrait voir le jour, boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, courant 2027. C'est un projet porté par Olivier Legrain qui signe avec le concours de Vincent Hédin un livre, Sauver l'information. C'est écrit en gros de l'emprise des milliardaires. C'est écrit en plus petit, mais c'est quand même sur la couverture et c'est bien le sujet. Livre qui vient de sortir chez Payot. Olivier Legrain, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Si on a eu l'idée de vous inviter, c'est parce que l'on parle régulièrement ici d'éducation aux médias et à l'information et que votre ouvrage propose une photographie alarmante de l'état de la presse, photographie qui interroge au passage des notions tout à fait essentielles pour nous et tout à fait essentielles à l'école, puisque ce sont des choses que l'école est censée construire, comme la citoyenneté ou la notion de démocratie. Vous avez, vous, Olivier Legrain, un parcours que les médias s'accordent... Il sourit déjà. Vous avez un parcours que les médias s'accordent à qualifier d'atypique, une première vie dans l'industrie où vous faites fortune, une reconversion comme psychothérapeute et puis des projets très engagés, notamment autour de l'accueil des migrants et aujourd'hui de la défense des médias libres. Qu'est-ce qui vous a amené à ce dernier point d'intérêt ? Et je sais pourquoi vous vous marrez, mais je vous poserai la question après du millionnaire versus les milliardaires. Vous en faites pas, il viendra. J'en suis certain. Dans ma conception de la démocratie, il y a 3 contre-pouvoirs majeurs. La science, mais je suis ingénieur, donc je pense que ça a des conséquences très importantes sur l'éducation et la santé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La justice, je suis très favorable à l'indépendance totale de la justice, et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la liberté de la presse. Et je pense que c'est cela qui m'a amené à écrire ce livre au moment où nous pensions, Vincent Hédin et moi, que la démocratie peut être dans certains scénarios menacée et que la liberté de la presse est quelque chose de fondamental. Pas seulement écrire ce livre, puisque vous avez lancé aussi ce projet dans le cadre de Réinventer Paris, une maison des médias libres. Vous en dites quelques mots quand même, parce que c'est pour 2027, mais le chantier va bientôt s'ouvrir. C'est un projet qui dure depuis 10 ans, que je porte depuis 10 ans, qui maintenant nous a amené en octobre à signer la promesse d'achat du 70 boulevard Barbès, à déposer le permis de construire en décembre, et nous attendons fébrilement l'accord sur ce permis de construire, et ensuite il y aura des travaux, et on espère fortement... Et l'idée, c'est de réunir un tas de médias. Alors l'idée, il y a 4500 mètres carrés, il y a une grande salle de débat, il y a 350 postes de travail. Effectivement, c'est justement, je dirais, en contrepoint de ce qui est écrit dans ce livre, d'avoir une presse qui est libre par construction et qui est pluraliste. Et donc des journalistes, avec leur carte de journaliste tous, et des enquêtes et des contre-enquêtes. Enfin, voilà. Et donc les médias qui sont concernés par cette future maison des médias libres, on sait déjà ou on peut deviner? Oui, on peut deviner. En tout cas, c'est la Galaxie, Blast, Mediapart... Oui, à la limite, moi je suis comme Saint-Thomas, ouais. On verra qui rentrera. D'accord, mais en tout cas, c'est cette idée de ces médias, aujourd'hui indépendants, qui n'appartiennent pas à des grands groupes et qui essayent de pratiquer une information de pluraliste qualité. Et de qualité. Voilà. Alors vous ouvrez une maison des médias libres, parce que vous en avez les moyens. J'ai dit que vous étiez millionnaire, mais vous dites justement, celles et ceux dont on parle dans le bouquin, ils sont milliardaires. Et alors, en vous lisant, vous prenez des comparaisons qui, pour les non-millionnaires et non-milliardaires comme moi, sont tout à fait éclairantes. Et vous dites, millionnaire, c'est pas du tout comme milliardaire. Non. C'est sympa, mais c'est très simple. Pareil. Alors, il y a des autres chiffres que ce que je vais dire. Mais 1 milliard, c'est 1000 millions. Ouais. C'est très simple. Voilà. Donc moi, je suis capable de financer la Maison des médias libres. Je suis capable de financer également des projets pour l'aide aux réfugiés et aux migrants. Mais puis je n'ai jamais eu l'intention d'acheter le moins de journal, la moins de télévision. Ce n'est pas du tout ça ma conception de la liberté. Mais c'est peut-être parce que vous avez le sens des affaires. Parce que ce que vous rappelez aussi, c'est qu'il faut quand même être prêt à perdre beaucoup d'argent quand on investit dans les médias. Il y a très très peu de médias, de grands médias qui rapportent. Oui, parce que pour moi, il y a un double combat qui est mené et qu'on souligne dans ce livre. C'est le capitalisme d'influence, qui est le capitalisme de la plupart des milliardaires, et puis un capitalisme un peu plus avec un projet radical, qui est plutôt porté par Bolloré et Sterrin. Les autres sont moins engagés, disons, culturellement, idéologiquement. Les autres, c'est les Bernard Arnault, voilà, par exemple, il y a eu Drahi, et qui sont plus le capitalisme d'influence. C'est-à-dire, ils font
il ne s'agit pas obligatoirement de gagner de l'argent, comme vous le dites, le Parisien, tous ses échos, ça perd 75 millions d'euros. Voilà. Mais on est influent dans le monde dans lequel ils vivent. Ils se renvoient les ascenseurs, il y a de la publicité pour l'un, la publicité pour l'autre. On est influent comment, alors, justement? Est-ce que vous le dites vous-même dans le bouquin, les Bernard Arnault, les Xavier Niel, pour ce qui est du groupe Le Monde, que je connais bien, et pas Niel, mais Le Monde, ou d'autres, ils ne viennent pas non plus en conférence de rédaction dire aux journalistes, vous allez écrire ci, vous allez écrire ça. Non, je pense qu'ils ne viennent pas. Je pense que quand vous regardez par exemple l'évolution du JDD avant l'acquisition, le journal du dimanche, pardon, et après l'acquisition, vous voyez bien que ça a profondément changé. Ouais. Après, il y a des journalistes qui vous racontent qu'il y a une sorte de censure. On s'applique à soi-même. On ne va pas se mettre à critiquer l'Empire Bolloré en Afrique quand on est sous ce qui est humain. Et c'est humain. Oui, dans une entreprise, c'est très rare que les cadres se mettent à critiquer ouvertement leur patron. Donc, il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir de l'influence directe. Sauf que ces industriels, ces grandes fortunes qui achètent des médias, vous le rappelez d'ailleurs dès l'intro du livre, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu. Oui, mais là, c'est très puissant. Je pense que ça n'a jamais été aussi puissant et aussi généralisé. Et ils sont très peu nombreux. Et ils sont très peu nombreux et ils ont un pouvoir terrible. Ils ont un pouvoir très fort et qui va quand on regarde l'évolution ces dernières semaines ou ces derniers mois, on voit bien ce terrain qui commence à racheter de plus en plus de choses. Et quand vous regardez d'un peu plus près, ce qui nous a permis de faire ce livre, c'est ce qu'on appelle la chaîne de la valeur. La chaîne de la valeur, c'est un terme peut-être d'économie, mais il faut absolument l'expliquer. Hérité d'une autre vie, mais qui est... Quand vous regardez, ils sont mis à acheter eux-mêmes une école de journalisme, ils sont très influents dans les instituts de sondage, dans la distribution de l'édition, dans les think tanks. Donc sur toute la chaîne qui peut influencer et qui peut aider à ce capitalisme d'influence, ils deviennent de plus en plus puissants. Et comme vous le disiez à juste titre, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux, vous donnez les chiffres. Ces grandes fortunes se réduisent à 10 milliardaires, je vous cite, qui accaparent 90% des ventes de quotidiens nationaux, 55% des audiences des télés, 40% de celles des radios, 50% de celles du marché de l'édition. Alors une façon aussi comme ils perdent de l'argent, de limiter les coûts, c'est de faire plus de commentaires que d'enquête ou de reportage, parce que ça coûte cher. Vous dites que les chaînes d'information, elles sont quand même bien mal nommées. On devrait les nommer des chaînes de commentaires. L'information, ça coûte cher. L'information avec des enquêtes, avec des journalistes, ça coûte cher. Là, ils peuvent faire venir un peu n'importe qui sur les plateaux et en boucle répéter le fait divers et l'analyser. Et je serais curieux de savoir, je ne connais pas exactement le pourcentage de gens qui ont vraiment leur carte de journaliste. Vous savez que la charte de Munich est quelque chose qui est extrêmement fort au niveau des droits et des obligations. Alors moi je le sais, mais on va le rappeler, c'est une des chartes, il y en a un certain nombre, mais celle de Munich qui doit dater de mémoire de 71, en tout cas des années 70, qui a été un peu revisitée depuis, mais qui est une charte européenne des droits et devoirs des journalistes, et la première en France datée de 1918, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment de grande crise et de grande défiance. Quand vous partez de 1971, maintenant je fais ça assez souvent. Ah, vous avez une anti-sèche. J'ai une anti-sèche. J'adore ça. Une anti-sèche que j'aime beaucoup, qui est de Catherine Graham, qui était la propriété du Washington Post au moment des Pentagon Papers, qui date également de 1971. Et elle disait « Le premier devoir d'un journal s'exerce à l'égard de l'intérêt public, pas au service des intérêts privés de son propriétaire. » Je trouve que ça illustre fortement ce qu'on a essayé d'analyser avec Vincent Hédin dans ce livre. Intérêt public est censé être défendu par des médias publics. Vous en parlez un petit peu d'ailleurs, mais est-ce qu'eux aussi ils ne sont pas soumis malgré tout à des pressions politiques qui nuisent à leur indépendance ? De plus en plus, et on le voit bien ce qui est en train de se préparer en ce moment, et d'où la grève générale, qui est une grève aussi forte, et aussi, on entend de temps en temps des mots sur la grève, et moi je les écoute, là, ils n'ont jamais été aussi puissants, donc les gens réagissent avec toute leur tripe en ce moment. En tout cas, l'information n'est pas seulement soumise à l'emprise des milliardaires, finalement. Elle est soumise aux influences politiques tout court. Oui. La réponse est oui. Et d'ailleurs, si on va au bout de ce livre, on voit que dans les solutions qu'on propose, elles sont quand même, à la fin des fins, très liées au pouvoir politique. Et on va en parler de la loi, du rôle de la loi tout à l'heure, puisque alors nous aussi, on a notre anti-sèche. Il n'y a pas de citation de Catherine Graham dessus, mais il y a Alessandro Morbidelli qui nous dit tout cette semaine sur le système solaire. L'anti-sèche, et on retrouve Olivier Legrain juste après. Et voilà, on dit la planète bleue, on dit qu'il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie. C'est pour ça qu'on vous pose la question aujourd'hui. En pourcentage, quelle part de la planète Terre est composée d'eau? Alessandro Morbidelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, membre associé de l'Académie des sciences et de l'Académie royale de Belgique, professeur au Collège de France. Et vous venez de publier chez CNRS Éditions, dans la collection De Vive Voix, retracer l'histoire du système solaire. Alors l'eau, c'est combien de la masse terrestre? C'est très peu en fait. C'est l'eau qu'on a à la surface de la Terre et seulement
les 0,05% de la masse de la Terre. 0,05 et au total c'est 0,1 si on considère ce qu'il y a en dessous. Considère l'eau qui est enfouie dans les manteaux, sur laquelle il y a un peu d'incertitude, mais disons grosso modo c'est 0,1%, une part sur 1000. Alors on dit qu'il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie, on dit qu'il faut de l'eau pour qu'il y ait des planètes Terre. Quelle a été la recette pour fabriquer cette planète sur laquelle nous vivons? Alors, la formation de la Terre a été certainement très complexe et il semblerait, selon les meilleurs modèles, qu'il a fallu pas mal de contingences pour faire une Terre. Donc, par exemple, la Terre est relativement petite par rapport aux autres planètes, les planètes géantes du système solaire, mais aussi la plupart des planètes qu'on découvre autour des autres étoiles. Et elle s'est formée lentement, sur des dizaines de millions d'années, au lieu de se former en quelques millions d'années comme la plupart des planètes. Et la raison a été qu'il n'y avait pas tant de matière que ça dans les systèmes internes. Non, dans les disques, il y a un brassage de matière. La matière solide vient de la partie externe des disques protoplanétaires et continue à alimenter les planètes qui se forment. Donc c'est comme des petits cailloux, de la petite poussière, oui, si voilà, je veux dire ça de manière, qui s'agrège, exactement, voilà, et que ça forme une pelote. Voilà, et après ça continue à grossir. Mais pour ça, il fallait que les grandes planètes dont vous parliez ne viennent pas percuter notre petite pelote. Ça, c'est une deuxième étape. Ouais. Mais déjà, dans notre système solaire, il y a eu un barrage qui a fait si que le système interne, là où la Terre s'est formée, n'a pas été continuellement alimenté par les disques externes. Et donc, ça fait des planètes qui se sont formées relativement petites et relativement lentement, ce qui a permis de garder leur place au lieu de migrer, aller proche du Soleil ou ça serait des planètes cuites. Ensuite, on a les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, plus loin que la Terre, et sont restées loin. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel, parce que quand on regarde la distribution de telles planètes autour des autres étoiles, les planètes géantes comme Jupiter sont plutôt à notre place, plutôt qu'à être 5 fois la distance Terre-Soleil. Et évidemment, si Jupiter était descendu là où nous sommes aujourd'hui, la Terre n'aurait pas pu se former, parce qu'elle est 300 fois plus grande que nous, et donc elle aurait pris la place. Et donc on doit à quelque chose qui a bloqué la migration des planètes géantes, empêché de venir nous embêter, le fait que la Terre a pu se former calmement sur ces dizaines de millions d'années. Et après, beaucoup d'autres contingences. Concernant l'eau, on a pensé pendant longtemps que l'eau venait d'objets comme des astéroïdes ou des comètes du système solaire externe qui ont été envoyés vers la Terre par un jeu de billard animé par les planètes géantes. Donc là, encore une fois, un peu une contingence. C'est pour ça qu'on se passionne autant pour les comètes d'ailleurs, depuis très 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 longtemps. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle idée, une nouvelle théorie, supportée par les données bien sûr, qui s'affirme. Donc la plupart de l'eau sur Terre aurait été créée sur Terre, synthétisée sur Terre en combinant l'oxygène qu'on retrouve dans les silicates, dans les roches, avec l'hydrogène qui se retrouve couplé au soufre dans les briques primordiaux de la Terre. Et donc, ces flux d'astéroïdes, de comètes, qui a certainement eu lieu dans le cadre de nos systèmes solaires, n'est pas nécessaire on n'est plus tout à fait sûr que ce soit ça. D'apporter les lots sur la Terre. Et donc, finalement, l'existence d'une petite quantité d'eau sur une planète comme la Terre n'est plus tellement liée à une contingence, mais devrait être plutôt la norme. Les conditions de survie, c'est cette recette qui a fonctionné. Jupiter et Saturne qui restent un petit peu loin, la formation lente des planètes telluriques, et il y a la Lune aussi, quand même, dernier indice. Absolument. Parce que la Terre, elle n'est pas droite. Oui, donc la Terre est la seule planète qui a un gros satellite. Le rapport des masses entre les satellites, la Lune et la Terre est à 1%. Donc c'est la planète qui a les satellites le plus gros en proportion parlant. Et la Lune a plusieurs effets. Donc elle stabilise l'obliquité de l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation terrestre est incliné de 23 degrés. C'est pour ça qu'on a les saisons, l'hiver et l'été. Mais cette inclinaison est stable, elle ne change pas. Une petite oscillation, mais elle ne change pas. Donc ça permet une stabilité climatique sur les aires géologiques. Et ceci est grâce à la Lune. Si on enlevait la Lune, tout en laissant les systèmes solaires les mêmes par ailleurs, à cause de phénomènes de résonance, etc., l'obliquité de l'axe de rotation commencerait à osciller entre 0 et 60 degrés. Ça en fait beaucoup de hasard dans votre histoire, cycles des saisons, professeur Morbidelli. Voilà, absolument. Ça fait beaucoup de hasard dans cette histoire. Alors je vous propose que pour la dernière de la semaine, on se retrouve pour répondre à la question, est-ce que des planètes comme la Terre pourraient exister ailleurs? Parce qu'en vous écoutant, on se dit que avec plutôt plaisir. non, mais après tout, on n'en sait rien. On va voir ça demain. Grand oral, la suite.
Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, c'est chez Payot, un ouvrage d'Olivier Legrain écrit avec Vincent Hédin. Olivier Legrain, cette offensive, dites-vous, d'un certain nombre de milliardaires, là vous avez cité notamment Bolloré, vous avez cité Sterrin, celle qui vous préoccupe beaucoup dans le bouquin, elle vient de la droite, de l'extrême droite, mais et vous dites où sont les campagnes de fake news orchestrées par la gauche. Mais la gauche, elle est quand même capable, elle aussi, de pratiquer la manipulation, la propagande. Totalement. Ça lui arrive, c'est jusqu'à un milliardaire, c'est ça? Non, je dirais que c'est l'influence. C'est ça. C'est la généralisation. Et ce que je dis souvent, c'est que s'il y avait eu ce problème des milliardaires à gauche, entre guillemets, nous aurions fait exactement la même chose. Il se trouve que c'est à droite. Et que souvent, le pouvoir de l'argent, il est plus à droite qu'à gauche dans l'histoire. Voilà. Mais il y a de temps en temps des campagnes tout à fait insupportables venant... alors. Gauche radicale ou pas, je ne sais pas le terme qu'il faut employer pour pas avoir des problèmes. Pas de la droite, quoi. Pas de la droite, voilà. Et c'est exact. Mais ce n'est pas du tout le même pouvoir d'influence. Pas du tout. Vous défendez la vérité factuelle. Est-ce qu'elle n'est pas toujours, malgré tout, construite, située l'objectivité ou la neutralité journalistique, c'est une notion extrêmement fragile et selon ses propres valeurs, on a tendance à la situer à un endroit un peu différent. Complètement, même à la limite à partir de son ADN et de son éducation. Voilà. Simplement, quand on fait une enquête, et s'il y a des contre-enquêtes, si on analyse les faits, si on va voir un peu à gauche et à droite, si j'ose dire ce qui se passe, c'est quand même beaucoup plus puissant que d'analyser un fait divers avec des gens en plateau qui sont plus ou moins journalistes. Faits divers qui occupent de plus en plus de place. Faits divers, voilà, de plus en plus de place. Dans le livre d'ailleurs, au détriment d'autres types d'informations. Alors sur les solutions, vous prenez des lois plus strictes, notamment contre la désinformation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, moi, je crois à quelque chose de très fort, qui est ce qu'on disait tout à l'heure sur le JDD. Plutôt que les journalistes s'en aillent quand il y a un changement de direction, je trouverais beaucoup plus puissant qu'ils aient un droit de veto sur leur directeur de la rédaction. Geoffroy Lejeune n'aurait jamais été nommé à ce moment-là. Et je trouve que ça préserve l'unité du journal. Et on revient à la citation tout à l'heure de Catherine Graham. C'est pas du tout le système, et moi c'est le système en prioriste dans le monde, au monde, c'est le système chez Mediapart, c'est le système à Libération. Je trouve que ça devrait être quasiment généralisé et faire l'office d'une loi. L'ARCOM, il faudrait renforcer son pouvoir. L'ARCOM qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Merci de le préciser, vous avez raison. De régulation de l'audiovisuel. Quand on voit les rappels qui ont été faits à Bolloré et à Cyril Hanouna, il faudrait que ça soit extrêmement clair qu'une fois, 2 fois, mais après, ça sera extrêmement sec. Ouais. Alors, ça n'a pas été 1 fois, 2 fois, ça a plutôt été 50 fois. Oui, c'est ça, mais ça a fini quand même par être extrêmement désagréable pour C8. Mais vous voyez bien, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est quand, je crois que c'est au moment des élections européennes ou des élections législatives, je ne me souviens pas, quand Sophie Davant sur Europe 1 vous dit au revoir et qu'elle est remplacée pendant 15 jours par Cyril Hanouna, au niveau de et qui interviewe beaucoup plus les gens de la droite que les gens de la gauche, pour moi, c'est une atteinte vraiment à la démocratie. Et c'est vrai que l'ARCOM avait fait des signalements à l'époque qui n'avaient pas franchement été suivis. Voilà, les signalements, c'est pas suffisant pour moi. Est-ce que la réponse peut être française? Est-ce qu'elle ne doit pas être européenne? J'ose pas dire mondiale, parce qu'on sait ce qu'il en est de la diplomatie mondiale aujourd'hui, mais au minimum européenne, parce que finalement, l'information, elle vient de partout aussi. Quand vous dites fake news, ça renvoie aux réseaux sociaux, propriété de grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises, sur lesquelles on a difficilement prise. Vous avez raison, dans le fond, mais je dis souvent, il faut sauver le cœur de l'information. Et le cœur de l'information, c'est ce que nous avons écrit avec Vincent Hédin dans ce livre. Et le cœur de l'information, on peut faire déjà beaucoup de choses. C'est comme quand on dit tout vient de l'Europe. Non, tout vient pas de l'Europe. Il y a des choses qu'on peut faire en France. Il y a des choses, évidemment, notamment par tous les algorithmes, par toutes les influences américaines, qu'il faut que l'Europe se protège. Mais on peut déjà faire des choses dans le pays. J'ai donné 2 ou 3 idées qui peuvent s'appliquer sans l'Europe. Absolument. Il suffit de décider. Le développement de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Qu'est-ce que ça comment vous le voyez? C'est dangereux, mais c'est de plus en plus dangereux, c'est évident. Et c'est bien en sauvant le cœur de l'information qu'on peut se protéger. L'intelligence artificielle va rendre encore plus dangereux les fake news, le pouvoir des journalistes. On peut poser beaucoup de questions. Comment il va se développer? Est-ce que des questions, c'est pas aussi celle du modèle économique des médias? Puisqu'on le disait, c'est compliqué d'équilibrer un média en produisant de l'information parce que ça coûte cher de produire de l'information. Pour ça, il faudrait que les gens payent ou que la publicité soit rendue plus chère. Il y a quand même quelque chose d'un peu structurel dans cette crise-là. Il y a très peu de médias, finalement, qui réussissent à fédérer suffisamment d'acheteuses et d'acheteurs payants pour trouver un équilibre. Oui, mais moi, on n'est pas tous obligatoirement d'accord sur ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a vraiment 2 choses dans ce livre. Il y a le capitalisme idéologique. Le capitalisme avec un projet. Voilà. Et le capitalisme d'influence. Et le capitalisme d'influence. Ouais. Et objectivement, le capitalisme d'influence, si le directeur de la rédaction est relativement libre, on
On m'a rétorqué plusieurs fois que finalement, heureusement qu'il y a Xavier Niel pour sauver le monde en partie. Donc, alors une partie de moi vous le rétorque bien volontiers. Voilà, c'est pour ça que voilà, je peux l'entendre, même si je pense qu'il peut y avoir de l'autocensure sur un certain nombre de choses qui sont inhérentes. Mais le capitalisme d'influence, avec à côté un capitalisme idéologique, culturel. Vincent Bolloré dit il n'y a que l'Église catholique qui peut sauver la France. Enfin, il y a des gens qui regardent CNews et qui me racontent des choses qui personnellement m'épouvantent. Mais c'est une guerre idéologique en fait. Moi je n'oublie pas le nombre de gens qui ont voté pour le Rassemblement national au moment des... Voilà, c'est une guerre. Et actuellement la guerre... Une guerre, c'est pas un combat. C'est vraiment une guerre idéologique. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une guerre idéologique, c'est plus qu'un combat. On a dépassé le stade du combat. Il y a des échéances fondamentales en 2027 où il y a des choses très importantes qui vont se jouer pour la démocratie, vu par moi. Un combat à mener, mais est-ce que finalement, ce que vous ne dénoncez pas, c'est aussi un déséquilibre entre, là encore économique, et vous l'avez dit, il y a plus de milliardaires de droite que de gauche, parce que finalement, une des réponses au problème que vous soulevez, ça s'appelle le pluralisme de la presse. Moi, je me souviens dans le dictionnaire amoureux du journalisme, il y a quelques années, chez Plon, Serge July disait aucun journal n'est neutre, mais la presse l'est. Ce qu'il entendait par là, c'est de vouloir dire il y a ce pluralisme qui fait que, finalement, toutes les opinions sont exprimées, l'information, avec des règles de base, est présentée sous différents prismes. Mais je pense que si on donnait plus de subventions, par exemple, à tous ces journalistes indépendants, ça aiderait à leur donner du pouvoir. Mais ça ne les mettrait pas un petit peu ça ne les lirait pas aussi à la puissance qui subventionne oui et non. Mais le Conseil national de résistance avait fait un certain nombre de choses et ces subventions vont maintenant aux grands médias. Comme c'est lié à la diffusion, plus vous êtes petit, moins vous touchez d'argent et plus vous allez aller chercher l'argent où c'est pas très bon. C'est pas très bon. Il y a une institution dont le rôle est très important et auquel on est évidemment très attaché ici sur School TV, c'est l'école. Vous n'en parlez pas spécifiquement, non. Mais on devine en vous lisant que vous allez me répondre qu'elle a évidemment un rôle majeur. Majeur à jouer. Enfin, je disais tout à l'heure quand je parlais des sciences, l'éducation. Voilà, l'éducation évidemment a un rôle majeur à jouer. Et on parlait dans le temps d'éducation populaire, et on n'en parle plus beaucoup. On en parle encore un petit peu. Un petit peu. Ça arrive, l'éducation populaire. Olivier Legrain, merci mille fois de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. C'était une autre façon de parler d'éducation aux médias et à l'information, et pas seulement pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école que nous célébrons chaque année sur School TV. Je rappelle donc les références du livre « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». Ça vient de sortir chez Payot et vous l'avez écrit avec Vincent Hédin. On est jeudi, on passe à table, ça vous va ? C'est la cantoche. Très bien. Et à cantoche, vous avez du bol parce qu'il y a des pâtes aujourd'hui. Pasta party avec Sandra Ferreira. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rubrique consacrée à la diététique et à la nutrition. Les Français consomment en moyenne 9 kilos de pâtes par an et par habitant. On est très loin derrière les Italiens, c'est 23 kilos. Mais on va quand même faire, grâce à vous, un petit point sur les pâtes. Et là, sentez déjà l'origine des pâtes. Vous aimez bien faire de l'histoire. Un petit peu, histoire de se rappeler que l'origine serait la Chine. Et ça serait Marco Polo d'ailleurs qui les aurait ramenés en Europe, plus précisément à Venise, effectivement, à la fin du XIIIe siècle. Sauf que il y a des recherches récentes qui ont dit qu'il y aurait des traces en Mésopotamie et que finalement, ça pourrait être là-bas. Bon, le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, les pâtes, c'est bon. Et c'est les Italiens qui en mangent quand même le plus. Il y a exactement. Une quantité invraisemblable de variétés de pâtes. Ouais, alors, moi, j'ai retrouvé à peu près 350 variétés différentes, mais je pense qu'il doit y en avoir plus parce qu'il y a un peu tous les textes qui se contredisent. Et chaque forme convient à des types spécifiques de recettes. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si je les cite tous pour se sentir bien en Italie, mais on a macaroni, tortellini, spaghetti, penne, coquillettes, ravioli, lasagne, crozet, vermicelle, vous m'arrêtez quand vous en pouvez plus, fusilli, capellini, rigatoni, farfalle, tortellini, bucatini, on ne va pas toutes les faire. Oui, voilà, etc. Gnocchetti. Et surtout, des radiatori. Oui, c'est extraordinaire. C'est quoi les radiatori? Ce sont des pâtes en forme de radiateur. Alors, je ne sais pas si on va voir l'image, mais en tout cas, ça a vraiment une petite forme de radiateur. C'est assez amusant. Et encore une fois, ça dépend. Ils sont très inventifs, les Italiens. Ça dépend de la recette que vous voulez faire. Absolument. Ouais. Comment on veut que la pâte accroche ou pas la sauce, etc. Qu'est-ce qu'on choisit d'ailleurs comme type de pâte entre les complètes, les pas complètes, les semi-complètes? Alors, ce qu'on va choisir de préférence pour la santé de nos chers enfants et de nous d'ailleurs, sont plutôt les pâtes semi-complètes et complètes qui vont être meilleures pour la santé puisqu'elles sont plus riches en fibres, ce qui n'est pas
pas le cas des pâtes blanches. Et les pâtes blanches, elles, on rappelle qu'elles agissent un peu comme un sucre dans l'organisme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais qu'à choisir, vaut mieux des pâtes semi-complètes ou complètes. Cuisson. Et la cuisson, si jamais vous cuisez des pâtes blanches, cuisez-les al dente. Bah oui, vous voulez faire comment? Ah bah, il y en a sinon, qui les cuisinent en purée, hein, presque. Vous voyez ce que je veux dire? Al dente. Parce que ça le truc, c'est de les sortir 1 minute avant la fin, parce que le temps d'aller du feu jusqu'à l'égouttoir, et puis pendant qu'elles s'égouttent, elles continuent à cuire un petit peu. Oh là là. Pour les faire vraiment al dente, c'est 1 minute. Ouais, je vous donne mon truc. Les pâtes complètes, bon, ceci étant, c'est pas forcément le truc que les enfants préfèrent. C'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Les papas d'ailleurs. Oui, bah alors pour les papas et les enfants, l'idéal c'est de mélanger les deux. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Un peu de pâte blanche, un peu de pâte complète, semi-complète, et là ça marche bien. Il y a aussi d'autres pâtes qui sont très bonnes pour la santé, qui sont riches en fibres, sont les pâtes de légumineuses. Oui, c'est très pâtes bon. de lentilles corail, qui sont orange en plus, assez sympa. Très rigolo. C'est assez rigolo, ça contient beaucoup de fibres, de protéines, on est vraiment bien, c'est rassasiant, et c'est intéressant aussi pour le microbiote intestinal, qui sont les bonnes bactéries du ventre, et on sait que maintenant elles jouent énormément sur l'état mental de tout le monde. J'ai voulu gruger mon enfance, que vous nous invitez souvent à faire, en glissant quelques rondelles de courgettes dans un plat de spaghettis, et l'enfant a compris la gruge, il enlève les courgettes. Qu'est-ce que je fais? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est important qu'on se le dise aujourd'hui, c'est de mettre, quoi qu'il arrive, dans l'assiette à votre enfant, même s'il n'est pas très légumes, les pâtes et les légumes. Donc c'est très bien d'avoir mis les courgettes. Ouais. Maintenant, il les a mis de côté, au moins elles étaient là, il les a vues. Avec un peu de chance, il a pris une pâte avec une courgette. Ouais, voilà. Mais si jamais il a faim, c'est surtout ça. S'il veut se resservir, ne pas lui interdire de se resservir des pâtes parce qu'il n'a pas mangé ses courgettes. Oui, sinon, on met le doigt sur quelque chose d'hyper négatif dans le repas. En revanche, c'est vrai que c'est bien de lui proposer de goûter. Goûte une petite courgette quand même. Il faut que ça reste convivial. Mais c'est important de le laisser se resservir d'autres choses, même s'il n'a pas fini son assiette. Le truc, ça peut être les pâtes colorées alors. Les fameuses pâtes aux légumes. Les pâtes aux légumes, là, orange, plein de couleurs. La problématique, c'est que, en théorie, ça pourrait être pas mal, parce que c'est fait avec un peu de purée de légumes ou avec de la poudre de légumes déshydratée, mais la quantité est tellement petite qu'on ne peut pas considérer ça comme un apport. C'est pas un fruit et légumes par jour. Non, on ne le considère pas. Le mieux, c'est de rajouter les fameuses petites courgettes. Bon, voilà, ça serait l'idéal. Ce qui est important quand même avec les pâtes colorées, Emmanuel, c'est qu'elles ont l'avantage quand même d'être rigolotes et qu'il faut que le repas... Enfin, c'est rigolo parce que c'est coloré. Et donc c'est comme... C'est coloro. La langue, elle est partie. Et donc voilà, toujours pareil. Le repas doit rester un moment convivial, agréable pour l'enfant, des formes différentes, des couleurs différentes, les pâtes de légumineuses et puis de temps en temps des pâtes semi-complètes. Il faut que ça soit fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Et puis allez, si on les a un petit peu fait revenir, les courgettes, un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un petit coup de poivre et tout, ça passe mieux quand même. Largement. Sandra, merci beaucoup. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. On va se restaurer. Merci à vous, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Julie Horner au maquillage, Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Alice Pitavi ou Théo Boscar. Je crois Théo Boscar en fait à la réalisation. Pardon. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et le Grand Oral est également accessible en version audio sur les principales plateformes de podcast.